On a tous vu ces vidéos d'explosions à Beyrouth. La raison ? On avait oublié 2300 tonnes d'explosifs dans un entrepôt pendant 7 ans. Résultat, des centaines de victimes et 15 milliards de dollars de dégâts, la moitié du PIB. Tout ça à cause d'un gars qui a pas bien fait son travail. Eh bien, figurez-vous que dans l'histoire, il y a des erreurs qui ont coûté encore plus cher. Le forage du lac Peigneur. C'était un petit coin de paradis en Louisiane. Une eau claire, quelques pêcheurs et de magnifiques jardins qui vont disparaître en l'espace d'une journée. En 1980, la compagnie Texaco mène une opération de forage au milieu du lac, recherche du pétrole. Tout semble se dérouler comme prévu, mais à 400 mètres de profondeur, la foreuse tombe sur un truc. On tente de faire remonter le forêt, mais rien à faire. Il est coincé. Les employés sont en panique, personne ne sait ce qui se passe, jusqu'à ce qu'ils mettent le nez dehors. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient heurté le plafond d'une ancienne mine de sel. À ce moment, 55 mineurs y travaillaient. Ils entendent un gros boom. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ils vont pas tarder à le savoir. Devant eux, des trompes d'eau. Oui, Texaco a fait un trou dans le lac. C'est comme si on avait retiré un bouchon au fond d'une baignoire. Toute l'eau va se déverser dans les kilomètres de galeries souterraines à travers un petit trou de 40 cm. Si les mineurs s'en sortent indemnes, à la surface c'est le drame. Un immense vortex s'est créé, aspirant la foreuse, les bateaux et 26 hectares de terre. Un geyser de 130 mètres jaillit de l'entrée de la mine, tant la pression est forte. Mais comment tout ça a pu arriver ? Un dysfonctionnement mécanique ? Non, une simple erreur de calcul. L'ingénieur s'est trompé. Miraculeusement, aucun mort. Mais les dégâts sont considérables. Texaco versera plus de 50 millions de dollars en dédommagement. Malheureusement, c'est pas la seule erreur qui a détruit autant de nature. Je pense à celle de cet homme, Sergio Martinez, qui n'a rien de spécial, sinon d'avoir peur du noir, ce qui a causé la mort de 15 personnes et la destruction de 2800 bâtiments. En 2003, le gars se trouve une nouvelle passion, la chasse. Il part alors en forêt, sans carte, sans boussole, sans expérience. Évidemment, il se perd, la nuit tombe, il panique et allume un feu, n'importe comment. La suite, c'est le plus grand feu de forêt jamais causé par une décision aussi stupide. 100 000 hectares carbonisés, 1,3 milliard de dollars de dégâts. Et c'est même pas le record. Celui-ci étant détenu par les marées noires. Un capitaine de navire qui a un peu trop forcé sur la vodka, des plongeurs qui oublient les instructions, ou plein de personnes qui ont fait n'importe quoi, provoquant la marée noire la plus coûteuse et écocide de l'histoire. Les architectes incompétents qui ont ruiné une ville. C'est pas un métier facile. Par exemple, en Chine, il y en a un qui a eu la merveilleuse idée de creuser les caves et les garages après avoir construit les immeubles. Résultat, tout s'est écroulé comme un domino. 3 millions de dollars de dégâts et la prison à vie pour les deux constructeurs. À Londres, un designer loufoque s'est dit qu'un grand immeuble en verre avec une forme concave, ça serait chouette. Ce qu'il a oublié, c'est que le soleil s'y réfléchirait comme dans une loupe. Résultat, un vrai rayon de la mort en direction des trottoirs. Plus de 100 degrés au sol, on pouvait y faire cuire un œuf. Les voitures garées fondaient sur place. Ça a coûté 10 millions de dollars pour y installer des brise-soleil. Le pire, c'est qu'il a recommencé dans un hôtel. Cette fois-ci, le rayon de la mort était directement dans la piscine, elle était brûlante, et s'y baigner, c'était la garantie d'un bronzage écrevisse. Toujours à Londres, décidément, ils ont construit le Millennium Bridge. Ça faisait plus de 60 ans qu'aucun pont n'avait été construit dans la capitale, et ils ont un peu perdu la main. À son inauguration en 2000, c'est la panique chez les ingénieurs. Regardez comment le pont oscille, une vraie balançoire. En fait, à cause des embouteillages, les gens finissent par adopter le même rythme de marche. Un pied à gauche, un pied à droite, autant de micro-mouvements cumulés qui agissent comme une immense vague. Il faudra 2 ans pour trouver la solution, des amortisseurs hydrauliques qui vont coûter 6 millions de dollars, en plus des 20 millions prévus initialement. Il y a eu un phénomène assez similaire lors de l'accident du Tacoma Narrow Bridge aux États-Unis. Regardez ces images terrifiantes. Comment le pont a fait pour tenir ? Bon spoiler, il a pas du tout tenu. Le problème ici, c'est le vent. L'ingénieur n'avait pas pris en compte le besoin d'aérodynamisme, ce qui a transformé le pont en balançoire géante. C'était pourtant le 3e plus grand du monde et sa destruction va coûter plus de 120 millions de dollars. Pas mal, mais on peut faire mieux. Le faille d'ingénieur le plus cher est beaucoup plus ancien. En 1628, le roi de Suède ordonne la construction du Vasa, un navire de guerre gigantesque censé symboliser la puissance du pays. La construction a plein de problèmes, mais le roi met la pression. Il a besoin du bateau le plus vite possible. Et personne n'ose lui dire la vérité. Le jour de l'inauguration, un vent un peu trop puissant va le faire tanguer, l'eau va s'infiltrer dans les sabords. À même pas 100 mètres du rivage, il sombre, emportant la vie de dizaines d'hommes.
Le bateau avait coûté une fortune pour l'époque. 5% du PIB de la Suède. Aujourd'hui, ça représenterait presque 27 milliards de dollars, si évidemment le pays investissait autant de son budget. On a fini par le remonter en 1961, presque intact, exposé dans un musée à Stockholm. Ces fautes de frappe qui ont coûté des millions. En 2005, Takashi Kotegawa devient une légende. Il va gagner 17 millions de dollars depuis sa chambre, juste en s'étant levé un peu plus tôt que les autres. Ce matin-là, la banque d'investissement Mizuho Security doit introduire une nouvelle société en bourse. Histoire de tester sa bonne valorisation, la banque va mettre en vente une seule action au prix de 610 000 yens. Enfin, c'est ce qui aurait dû se passer. Malheureusement, l'employé chargé de la manœuvre inversera les chiffres et vendra 610 000 actions à 1 yen pièce. L'affaire du siècle. Malgré toutes leurs tentatives pour annuler, rien n'y fera. Une faute de frappe catastrophique qui fera chuter toute la bourse japonaise de presque 2%. La société sera forcée de tout racheter pour une facture de 255 millions de dollars, dont celle de notre ami Takashi, qui en avait plus de 7000. On le surnomme désormais G-Com Man, du nom de l'entreprise qui l'a rendu riche. Croyez-moi, personne n'est à l'abri d'une erreur de calcul. Pas même les plus grands scientifiques. En 1962, le tout premier satellite américain qui devait faire route vers Vénus va être autodétruit. La raison ? Quelqu'un avait oublié ça. Un simple trait dans une formule. Perdu dans les millions de lignes de code. Malheureusement, ce tiret, il était indispensable. Il est dans la formule qui gère la correction automatique de la trajectoire en cas de problème. Par exemple, s'il y a des turbulences. La faute restera plusieurs années dans les programmes de la NASA. Et personne ne l'a jamais remarqué, puisqu'il n'y a jamais eu besoin de l'activer. Sauf le jour du décollage de Mariner 1. Soudain, la radio se coupe. La fusée est obligée de se débrouiller tout seul, et lance donc son programme anti-turbulence. Gros bug. La trajectoire fait n'importe quoi, et la fusée se dirige toute seule vers des zones habitées. Heureusement, on a pu l'auto-détruire en urgence. Le coût de la faute ? 150 millions de dollars, ainsi qu'un retard considérable dans la conquête spatiale. En plus rigolo, on a aussi la faute de frappe du gouvernement américain qui a ajouté une virgule de trop dans une loi. Du coup, au lieu d'exonérer d'impôts les arbres fruitiers, par exemple le pommier, il retire les taxes de tous les arbres et de tous les fruits. Bah oui, il y a une virgule. Difficile de comprendre comment c'est passé inaperçu, mais ça a coûté 40 millions de dollars. Comment un seul homme a-t-il pu détruire une ville à lui tout seul ? Connaissez-vous le point commun entre l'explosion du port de Beyrouth, la centrale AZF de Toulouse et la ville d'Oppo en Allemagne ? Toutes ces catastrophes sont dues au nitrate d'ammonium, un sel utilisé comme fertilisant, mais très explosif. Ce qui posera un gros problème à Texas City en 1947. Un bateau français arrive dans le port. Il vient récupérer 2300 tonnes de nitrate d'ammonium, la France d'après-guerre ayant besoin de fertilisants pour relancer son agriculture. À cette époque de l'année au Texas, il fait chaud. Le fertilisant rangé dans de grands sacs en papier est brûlant rien qu'au toucher. À 8h du matin, de la fumée s'élève dans la cale du bateau. Le nitrate d'ammonium brûle. Certainement à cause d'une cigarette laissée tomber par un marin. La pire erreur viendra du capitaine. Pour éviter d'endommager son bateau, il refuse d'éteindre le feu avec de l'eau. À la place, il ordonne la fermeture de la cale et l'injection de vapeur. C'est une méthode qui marche normalement, ça étouffe le feu. Sauf que le nitrate d'ammonium, chimiquement, ça marche pas comme ça, vu que c'est déjà une source d'oxygène en soi. Fermer la cale n'aura comme effet que d'augmenter la pression, le navire se transforme en gigantesque cocotte minute. Quand les pompiers arrivent, c'est déjà trop tard. Le bateau est gonflé, tellement brûlant que l'eau autour est en ébullition. 9h12, c'est l'explosion. Une des plus puissantes non nucléaires de l'histoire. Elle rase 1 millier de bâtiments et brise des fenêtres sur 16 km à la ronde. L'ancre du navire, qui pesait presque 2 tonnes, a été projetée à plus de 2 km. L'impact a créé un cratère de 3 mètres. Dans le port, c'est le chaos. Les usines et les réserves d'huile prennent feu. Une pluie de cendres et de débris s'abat sur la ville. À son tour, un second navire plein de nitrate d'ammonium prend feu, mais personne pour s'en occuper. Tous les pompiers sont morts. Seconde explosion. Au total, 581 victimes et 1 milliard de dollars de dégâts. L'erreur la plus coûteuse de tous les temps, Tchernobyl. Et si je vous disais que cette catastrophe était la faute d'un seul homme, Anatoly Dyatlov. Contrairement à une idée reçue, c'est pas que les Russes ne savaient pas construire de centrales. Au contraire, un des réacteurs de Tchernobyl continuera à produire de l'électricité 14 ans après l'explosion. Le matin du 25 avril 86, les techniciens de la centrale s'apprêtent à faire un test de sécurité. Pourquoi ? Pour vérifier l'alimentation électrique de secours. S'assurer qu'en cas de panne, le réacteur continue de fonctionner.
Oui, vous avez bien entendu, c'est un test de sécurité qui est à l'origine du drame. Pour faire le test, ils font baisser le réacteur à environ un quart de sa puissance. Mais là, un appel du gouvernement qui leur dit de mettre le test en pause toute la journée, vu qu'une autre centrale du pays est en panne, il faut compenser la perte d'énergie. Le problème, c'est que quand un générateur tourne à faible régime, sa puissance va continuer de baisser plus qu'elle ne devrait. C'est dû aux grandes quantités de xénon produites, des particules qui agissent comme des aspirateurs à énergie qui vont dégrader continuellement la production. Le soir, quand l'équipe de nuit arrive, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Nouvel appel du gouvernement, on leur dit que c'est bon, ils peuvent reprendre le test. Sauf que personne ne les a prévenus de ce que les ingénieurs avaient fait juste avant. Alors, ils diminuent encore la puissance pour atteindre le niveau nécessaire au test. Une erreur de manipulation fait tomber la puissance à 1%, accélérant drastiquement l'apparition du xénon. À cet instant, tout était encore sauvable. Il suffisait de remonter doucement la puissance du réacteur sur plusieurs jours, mais eux vont tout faire pour continuer le test, pour une raison qu'on ne connaît toujours pas. Ils relancent la puissance, mais ça bloque. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous souvenez du xénon, l'aspirateur d'énergie ? À force de tourner pendant des heures à faible régime, il s'en est accumulé tellement qu'on peut plus avoir la puissance désirée. Mais l'équipe de nuit, elle le sait pas ça, alors elle tente de forcer encore plus de puissance. Ils retirent 203 des 211 barres de céramique qui servent de régulateur. Ils poussent les pompes de refroidissement au-delà des limites réglementaires. La puissance remonte difficilement, le réacteur est instable. À 1h23, Anatoly Dyatlov ordonne le début de la procédure de test. Tout tremble, tout fait un bruit des enfers. Les capteurs s'affolent, la pression et la chaleur du réacteur sont hors de contrôle. Un employé va alors se jeter sur le bouton d'arrêt d'urgence, ça va faire descendre les barres de céramique, on va maîtriser la réaction et on sera tous sauvés. C'est ce qui aura dû se passer, mais les barres descendent beaucoup trop lentement. Personne n'avait prévu ce genre de situation, alors pourquoi se presser ? En plus, le système de protection fait n'importe quoi, la puissance augmente encore, on est 10 fois au-dessus des limites maximales. Là, il n'y a plus rien à faire. Sous la pression, le toit de la centrale va voler en éclats, transpercé par les centaines de morceaux de graphite qui protégeaient le cœur. La suite, vous la connaissez. Encore aujourd'hui, la catastrophe coûte cher. On estime ça à plus de 700 milliards de dollars, record absolu. Et vous, c'est quoi l'erreur qui vous a coûté le plus cher dans votre vie ? Un mauvais SMS qui vous a fait rater le job de vos rêves ? Un billet d'avion commandé à la mauvaise date ? Dites-nous ça en commentaire. Pensez à cliquer sur ce bouton pour nous aider à atteindre les 3 millions d'abonnés. Merci de nous avoir suivis. Allez les amis, ciao !